Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La Côte d'Ivoire a désormais un nouveau gouvernement. Mais derrière les sourires officiels et les cérémonies de passation, une question brûle toutes les lèvres. Quels défis immédiats attendent cette nouvelle équipe? Chômage des jeunes, pouvoir d'achat sous pression, sécurité, cohésion sociale. Le temps de grâce sera court. Chaque décision comptera, chaque erreur sera scrutée. Les attentes sont immenses, la marge d'erreur, minime. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les urgences majeures auxquelles le nouveau gouvernement ivoirien doit faire face, et surtout, comprendre ce qui pourrait faire la différence entre réussite et désillusion. Restez jusqu'à la fin. Ce que j'aimerais dire concernant le vice-premier ministre Teni Birahima Ouattara, j'ai l'impression en fait que justement certains de ses pourfendeurs l'attaquent parce qu'il est le frère du président, mais j'ai aussi l'impression que le président de la République lui-même se freine parce que c'est son frère. Alors, pour le nommer ministre de la Défense, il l'a d'abord nommé ministre intérimaire de la Défense, pour le confirmer par la suite. Aujourd'hui, il le nomme vice-premier ministre, sans doute dans la perspective d'une prochaine nomination en tant que Premier ministre. Donc, j'ai l'impression que le président connaît très bien ses compétences, mais lui-même aussi se freine pour le mettre en puissance tout de suite. Et il part par dose homéopathique. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Maintenant, concernant les prérogatives, la Constitution règle le problème. Article 76. Le président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. Donc, le président de la République peut décider que, moi là, je donne tel pouvoir à tel. Et ce n'est pas forcément le Premier ministre ni les ministres d'État. Donc, il peut déléguer des pouvoirs au vice-premier ministre. Ensuite, l'article 82 de la Constitution dit « Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Le Premier ministre préside le Conseil de gouvernement. » Donc, ça, c'est une prérogative du Premier ministre et non celle du vice-premier ministre. C'est clair. Réunion préparatoire du Conseil. Le Premier ministre supplée le président de la République lorsque celui-ci et le vice-président de la République est hors du territoire national. Ce n'est pas le job du vice-premier ministre. Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi clair que cela. Il n'y a pas de confusion. Le président de la République, dans les attributions, parce que avec le décret qui nomme chaque ministre, il y a ce qu'on lit. Mais chaque ministre a un décret qui le nomme, je vais répéter, nommément. De sorte que les attributions qui sont les siennes sont dans ce décret. Et donc, il appartiendra maintenant que la présidence ou le gouvernement rendent publiques les attributions du vice-premier ministre pour qu'on sache exactement. Une chose est certaine, c'est qu'on sait déjà qu'il s'occupe de la défense. Très bien. Yacouba Doumbia? Oui, alors, effectivement, il y a débat parce que c'est le frère cadet du président de la République. Mais si vous remarquez très bien, et comme Arthur l'a souligné, nullement sa compétence n'est remise en cause. Et même quand vous prenez son propre parti ou sa propre formation politique, le RHDP, vous allez voir que là encore, personne ne remet en cause plus ou moins ses compétences. Teni Birahima Ouattara a une légitimité à la fois professionnelle et politique. Pour ceux qui ne le savent pas, il était militant du PIT en 1990. Et lorsque son grand frère a été appelé par le président Félix Houphouët-Boigny pour être président du comité interministériel et ensuite Premier ministre, de facto, le président Alassane Ouattara, Premier ministre, devient le numéro 2 du PDCI. Donc, Teni Birahima démissionne du PIT, il rejoint son grand frère au PDCI. Quand il crée le RDR est créé, il démissionne du PDCI, il rejoint son grand frère toujours au RDR. Et là-bas, il occupe diverses fonctions. Comme Arthur l'a dit, trésorier du parti, secrétaire national, vice-président. Jusqu'à ce qu'on arrive au RHDP. Donc quand le président prend le pouvoir, naturellement, il est DAF. Ensuite, ministre des Affaires présidentielles. Donc ses prérogatives s'élargissent un peu plus.
il s'occupe des questions de défense et de sécurité. Il est au Conseil national de sécurité. Et plus tard, il est nommé ministre de la Défense. Donc, quand vous regardez ce parcours-là, au plan professionnel, il ne souffre d'aucune ambiguïté. Et la polémique, justement, c'est le fait qu'il soit le frère du président, comme si ça doit constituer un handicap. Bien au contraire, les postes clés ou les postes stratégiques dans des États, même des États modernes, sont confiés à des personnes qui sont loyales. Voilà, des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont compétentes. Et comme on est mieux servi que par soi-même, et que dans son environnement immédiat, on a quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là, mais évidemment, on le prend et on le met là. Ce qui serait dommage, c'est que tu sois peut-être dans l'environnement où la famille du président, que tu commettes un acte répréhensible et que tu es couvert. Là, en ce moment-là, il y a problème. Mais tant qu'il fait le job, il est bon pour le service. Très bien. C'est un peu ça. Et puis, dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Côte d'Ivoire et même qui est propre au président Alassane Ouattara. Voilà, donc il y a eu le président Félix Houphouët-Boigny, il a eu son beau-fils, comme on le dit. Il y a Amadou Thiam, qui a marié sa nièce, qui était ministre de l'Information. Il a été nommé bien plus par rapport à ses compétences que par rapport à sa qualité de beau. Ensuite, il y a eu la période des Bédier, il y a eu la période du président Laurent Gbagbo lui-même. Donc on a Kadé Bertin, qui était son neveu, qui a été ministre de la Défense. Donc bref, ce qui doit prévaloir, c'est beaucoup plus les questions de compétences. Tant que ces questions-là ne sont pas remises en cause, il n'y a absolument aucun problème. La personne peut assumer clairement les fonctions pour lesquelles elle a été nommée. Donc voilà un peu ce que je veux dire sur ce sujet. Augustin? Déjà dire que le président Gbagbo lui-même a démenti au procès à La Haye. Il a dit que Kadé Bertin n'est pas mon neveu. Ah, bon, voilà. C'est vrai, ils sont du même village. Mais lui-même, non, je voulais juste dire, parce que moi, je ne suis pas là pour le... Mais c'est ce qu'il a dit publiquement, c'est ce que je suis en train de rapporter. Il dit que Kadé Bertin n'est pas mon neveu. Donc, je pense que si lui, il a dit ça, il faut en tenir compte. Deuxième chose, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas la capacité de juger de la compétence de M. Téné Birahima Ouattara. Je vous le jure, je n'ai pas cette... voilà, je n'ai pas les critères de nomination pour voir s'il remplit bien ces conditions. Non, non, non. Ce que j'ai dit ce qui a suscité, ce qui suscite les commentaires. Les commentaires, je ne parle même pas de réprobation. Je ne dis même pas que les gens ne veulent pas qu'il occupe le poste. Non. Je dis c'est parce qu'il est le frère du président et que les gens ont le sentiment, ceux qui réagissent ont le sentiment qu'il prépare son frère à lui succéder plus tard. Voilà. Et j'ai rappelé la phrase dite par M. Hachi Patrick qui disait « Tu es le plus populaire parmi nous ». Donc, je pense que c'est tout cela qui entraîne, parce que les gens sont quand même... là, partout où il y a la succession, ce qu'on pourrait appeler les successions monarchiques, bon, les gens dénoncent, par exemple, ou bien familiales. Par exemple, au Tchad, quand Idriss Déby décède, son fils, qui n'était même pas dans la succession, il bloque par la force, il bloque l'ordre de succession pour prendre la place. Et tout le monde la double pour que et le président de l'Assemblée qui devait succéder normalement se retire de plein gré ou de force, mais en tout cas, il s'est retiré. Et voilà, donc c'est le fils. Au Togo, c'est Adema, il est décédé, c'est son fils et qui lui a succédé. Au Gabon, le vieux Omar Bongo, c'est son fils qui lui a succédé. Donc, je veux dire que ce n'est pas nouveau qu'un frère, il y a eu même au Chili où il y a eu un président et sa femme est devenue après présidente. Donc, ce n'est pas... L'Argentine et Pérou, voilà, aux États-Unis. Je ne condamne... Personne... Enfin, il y a des gens qui condamnent certainement. Ils ne condamnent pas. Mais, je veux dire, ce qui fait polémique, ce qui fait parler les gens, c'est le fait qu'il soit le frère du président et que les gens ont le sentiment que le président est en train de préparer son frère à lui succéder. Très bien, à la fin. Mais ça fait partie de l'ordre normal des choses. Absolument. Le président Bédier n'était ni le frère ni le fils du président Houphouët-Boigny, malgré les rumeurs.
Le président, mais il lui a succédé. Et en Côte d'Ivoire, la succession n'est pas monarchique, hein, je pense. Les tests sont clairs. Et puis moi, je pense aussi que le seul moyen pour être président des Ivoiriens, c'est une élection. De mon point de vue, le président Alassane Ouattara a été élu pour un mandat qu'il compte terminer, sauf extraordinaire. De mon point de vue. Donc, c'est peut-être ceux qui pensent que le président va démissionner, il peut avoir ceci ou cela, qui sont dans des calculs, qui pensent qu'il y a des manœuvres qui sont faites pour faire parvenir quelqu'un au pouvoir. Le seul moyen d'avoir la confiance des Ivoiriens, c'est des élections. Si par extraordinaire, c'est M. Téné Ibrahima Ouattara qui est choisi, s'il doit devenir président des Ivoiriens, comme il a rappelé que Patrick Achille a dit qu'il est populaire, c'est au risque et péril du RHDP. Il ira devant les électeurs ivoiriens. S'ils le choisissent, tant mieux. Et en face, il y aura d'autres adversaires. Moi, la courte échelle que certains s'imaginent, pensant que le président Ouattara ruse, après il va le nommer Premier ministre, après il va le nommer vice-président, et puis après il va démissionner, et puis paf, il devient président comme ça. Cette courte échelle que certains s'imaginent, ces fantasmes qu'ils font là, bon, moi je ne suis pas dedans pour l'instant. Beaucoup le font, mais je ne suis pas dedans pour l'instant en disant que, de toutes les façons, le vice-premier ministre n'a jamais été le plan A, si on peut dire ainsi. Il y a eu Guillaume Soro, il y a eu Aoussou, il y a eu Amadou Gon Coulibaly, il y a eu Ahmed Bakayoko qui a été Premier ministre, il y a eu Duncan avant, il y a eu Achille Patrick et aussi il y a Mambé. Comme a dit André Sylvain Kona, peut-on penser que depuis 15 ans, le président tâtonne, il cherche une occasion? Non, ça n'a jamais été un tel plan, ça n'a jamais été une telle ruse. Les circonstances ont décidé autrement. Il était là quand Amadou Gon Coulibaly était choisi. Il était là quand Ahmed Bakayoko, dont il a assuré l'intérim, est monté en puissance, il a été Premier ministre. Donc quand aujourd'hui, par un concours de circonstances, il est là, je pense que les gens devraient doser un peu et puis arrêter peut-être certaines choses, en se souvenant que ça fait quand même 15 ans que le président de la République est là et que ça fait 15 ans, on ne dira pas qu'il rase les murs, mais ça fait 15 ans qu'il est dans l'ombre et qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes avant lui. Pour le reste, je dirais qu'au niveau des prérogatives, on aura l'occasion de voir, il y a un décret d'attribution qui sera pris, encore sur proposition de M. le Premier ministre. C'est lui qui va faire des propositions et puis le président va signer. Bien entendu, au-delà de tout cela, dans le respect strict de la Constitution, oui, le président peut déléguer des pouvoirs à des ministres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement. Parce qu'en réalité, chaque ministre est délégataire. Chaque ministre est un délégataire. Il y a le Premier ministre, c'est vrai, qui est prévu par la Constitution, mais tout ce qui est fait par toute personne, dans les préfets, dans les administrations, tout le monde est un délégataire du pouvoir du président de la République, directement ou indirectement. Les préfets, tout le monde agit par délégation. Personne n'a de pouvoir propre dans le système qui est le nôtre. C'est le président. D'abord, le président reçoit du peuple. Et quand le peuple lui donne son pouvoir, il délègue, il transmet d'une manière ou d'une autre. Et il y a des pouvoirs autonomes, comme l'Assemblée nationale, issue directement du peuple, dans lesquels le président n'intervient pas. Et puis, il y a d'autres pouvoirs, certes autonomes a priori, mais dans lesquels le président aussi de la République intervient à travers des nominations, parce que le pouvoir judiciaire, qui, dit-on, est autonome, qui est un pouvoir autonome, il se trouve que chez nous, comme dans d'autres pays, il est toujours souvent, ou il est souvent lié au pouvoir exécutif qui le nomme et qui l'établit. Il ne se crée pas lui-même, contrairement peut-être éventuellement au pouvoir exécutif qui, lui, est créé directement par le peuple. Les juges rendent le pouvoir au nom du peuple, mais ils sont mis en mission aussi par le président de la République. Ils ne sont pas élus directement par le peuple, comme les députés et comme le président de la République. Très bien. Arthur? Bien, d'abord sur l'idée de freiner. Non, moi je pense que déjà, quand vous regardez Alassane Ouattara dans ses choix de Premier ministre, les deux premiers n'avaient vraiment pas le choix. C'était du fait de la sortie de la crise Guillaume Soro, qui tenait encore une partie de l'armée, ensuite de par son accord avec le PDCI, Jeannot Aoussou, mais après, on voyait qu'à chaque fois, il préparait, comme on voyait Amadou Gon Coulibaly, avant qu'il ne soit Premier ministre, tout le monde avait déjà l'idée, par son positionnement
SGPR, on voyait déjà ça. Ahmed Bakayoko, d'ailleurs, autant Tiéné Birahima Ouattara assurait l'intérim en tant que ministre de la Défense, autant Patrick Hachi assurait l'intérim d'Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre. Donc tout le monde a assuré l'intérim d'Ahmed Bakayoko. Personne n'a pris, c'est à son décès qu'ils sont tous passés pleins. Donc effectivement, dans le parcours, mais quand Amadou Gon est venu Premier ministre et que Patrick Hachi est passé SGPR, avec la montée en puissance d'Ahmed Bakayoko, tout le monde savait que s'il devait avoir un nouveau Premier ministre, ça se jouait entre le classique SGPR et le numéro 2 du gouvernement, qui était à l'époque le ministre d'État d'ailleurs. Et quand ça s'est passé, les deux sont venus comme ça. Donc aujourd'hui, c'est clair, de sa position de vice-premier ministre, si demain on doit avoir un nouveau Premier ministre, il ne faut pas se voir, mais je ne pense pas qu'on le freine. Je serais plus dans l'idée dont on le prépare. Alassane Ouattara a clairement dit qu'il y a une demi-douzaine. Et par les positionnements qu'on a aujourd'hui, on a une idée de cette demi-douzaine. Aujourd'hui, oui, Beugue Mambe, Premier ministre, Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, le vice-président, et aujourd'hui, Tiéné Birahima Ouattara apparaissent institutionnellement comme les 4 qui sont à l'avant. Est-ce qu'il va progresser? Je pense que quelque part, oui, l'avenir de la Côte d'Ivoire peut se jouer avec lui et son poste de vice-premier ministre pour revenir au fond. D'ailleurs, avant, on aura un décret d'application du gouvernement, d'attribution. Mais avant, dans la notion de vice, il y a la définition. Vice, c'est soit de façon honorifique un remplaçant, c'est-à-dire qui va remplacer quand le titulaire sera absent, soit c'est un adjoint. Un adjoint, c'est plus sérieux, donc qui aide à la tâche. Donc il y aura ça, il y aura les deux. Il y aura quelqu'un, de toute façon, quand tu es ministre d'État, en l'absence du Premier ministre, tu gères certaines choses. Donc dans vice-premier ministre, on aura ça. On aura quelqu'un qui va remplacer le Premier ministre en son absence et quelqu'un qui va aider le Premier ministre dans la coordination. Coordination de l'action gouvernementale. Donc les pouvoirs constitutionnels du Premier ministre, il va s'appuyer. Peut-être qu'on va lui déléguer, comme je dis, les domaines qu'il connaît le mieux, mais toujours sous l'administration du Premier ministre. Ça va arriver, ça peut arriver dans son parcours. Mais aujourd'hui, oui, vice-premier ministre, il y a l'idée d'adjoint, l'idée de quelqu'un qui va aider le Premier ministre dans sa fonction et qui va pouvoir le remplacer. Je pense que dans le système ancien, déjà en tant que Premier ministre d'État dans le positionnement protocolaire du gouvernement, il le faisait un tout petit peu, à la fois le seul ministre d'État sur les questions de défense et de sécurité. On imagine qu'il le faisait déjà un tout petit peu. Donc ça va juste le consolider, lui permettre d'avoir... On va aussi voir dans son cabinet s'il va renforcer son cabinet avec des postes de coordination qui sont liés à sa fonction de vice-premier ministre, où il va conserver la nomenclature qui est aujourd'hui celle du ministère de la Défense. Le nouveau gouvernement ivoirien est désormais face à l'épreuve des faits. Les promesses sont là, les attentes aussi, mais seule l'action fera la différence. Les prochains mois seront décisifs pour la Côte d'Ivoire et pour la confiance des citoyens. Et vous, pensez-vous que cette équipe saura relever les défis qui l'attendent? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines discussions sur l'actualité ivoirienne. À très bientôt.